la réalité que nous vivons, représentée par nos expériences subjectives, n'est pas un simple reflet passif du monde extérieur, une approche moniste matérialiste, c'est-à-dire que nous réduirons tous les phénomènes, y compris ceux de la vie sensible et raisonnable, aux propriétés de la matière. Cet esprit s'incarne dans la matière au travers du vivant. On rappelle que la cellule est la brique de base du vivant. Imaginez l'ADN un peu comme une immense bibliothèque. Le noyau, c'est comme le coffre-fort de la cellule, il garde bien protégé l'ADN. Les métazoaires sont des animaux qui ont des tissus organisés. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que c'est l'embryogenèse ? L'embryogenèse est un exemple de morphogénèse, ensemble de lois qui déterminent la forme, la structure des tissus, des organes et des organismes. Et il fait partie de l'ontogénèse, développement progressif d'un organisme depuis sa conception jusqu'à sa mort. Embryon vient du grec embryen, qui naît à l'intérieur d'eux, organisme en développement depuis la première division de l'œuf, zygote, jusqu'au stade où les principaux organes sont formés. Et genèse, manière dont une chose se forme, se développe. Tout commence donc avec une unique cellule, le zygote. À partir de là, l'embryogenèse se met en place par une série d'étapes, dont la présence ou l'absence permettra de classer les êtres vivants en différents clades. D'abord la segmentation, le zygote se divise pour former une morula, une boule compacte de cellules, puis un blastocyste, une sphère creuse constituée de plus d'une centaine de cellules et contenant une cavité remplie de liquide appelée blastocèle. Quand un embryon commence à se former, il débute comme une boule pleine qui va se diviser, jusqu'à devenir une sphère creuse de cellules. En fait, c'est ça ce qu'on appelle la blastula, et on peut le comparer à peu près à une bulle de savon qui serait constituée de cellules. Alors petit aparté, c'est à ce stade que l'on peut réaliser un test génétique préimplantatoire dans le contexte de la fécondation in vitro ou FIV. La FIV consiste à extraire des cellules reproductrices ou gamètes, mâles et femelles, afin d'augmenter drastiquement la probabilité de fécondation en contrôlant microscopiquement leur rencontre dans une éprouvette. In vitro signifiant dans du verre en latin. L'objectif du test génétique préimplantatoire est alors de détecter d'éventuelles anomalies génétiques avant l'implantation, pour éviter les transmissions de maladies génétiques graves. On parle d'eugénisme, appliqué dans ce cas pour le bien du futur bébé, mais l'histoire a pu nous dévoiler des visages un peu plus sombres de son application. Le test est à ce stade car chacune des cellules de l'embryon sont dites totipotentes, c'est-à-dire capables de redonner la totalité de l'embryon, et même chez certains animaux de donner des annexes embryonnaires. C'est le blastocyste qui sera inséminé au sein de l'utérus de la future maman. Au-delà de cette première étape de segmentation, très vite la spécialisation en tissu commence. S'ensuit une étape intermédiaire pour certains eumétazoaires, la prégastrulation. Deux premières couches cellulaires se forment. D'abord l'épiblaste, qui donnera plus tard l'embryon, et l'hypoblaste, à l'origine de certaines structures comme la vésicule vitelline. C'est à ce moment que se forment les premières cavités, cavité amniotique, cavité vitelline et coriale. On peut voir la prégastrulation en fait comme la pose des toutes premières fondations de l'embryon. L'épiblaste, c'est comme une feuille de papier sur laquelle on va faire un origami pour lui donner une forme en 3 dimensions. L'hypoblaste, c'est une sorte de couche de soutien de l'épiblaste, et même s'il ne donne pas directement naissance à l'embryon, il a quand même un rôle essentiel parce qu'il va donner une sorte de sac nutritif qui va nourrir le futur embryon. C'est la vésicule vitelline. Vient ensuite l'étape de la gastrulation. Une structure appelée blastopore apparaît sur l'épiblaste, qui marque le début de la mise en place du plan du corps. L'épiblaste s'invagine, s'engouffre dans le blastopore, et progresse sur toute la longueur de l'embryon en formant une ligne centrale. C'est ce moment clé qui pose le plan d'organisation anatomique, avec un axe antérieur et postérieur. Voilà, pour résumer simplement, c'est un peu comme si on avait une boule de pâte à modeler qui commençait à se creuser, à se replier sur elle-même, pour dessiner les grandes lignes d'un futur corps. Avec cette étape, on va enfin avoir une direction avec un haut, un bas, un devant et un derrière. Et l'embryon, il cesse d'être un disque plat, une sorte de feuille de papier finalement, et il devient une ébauche d'un animal organisé en 3 dimensions, en acquérant la dimension du volume. Chez les deutérostomiens, deutéros second et stoma bouche, celui-ci apparaît au niveau du futur anus, tandis que pour les protostomiens, proto premier stoma bouche, il apparaît au niveau de la future bouche. Pour simplifier, en fait, selon les grands groupes d'animaux, la gastrulation ne construit pas le corps dans le même ordre. On peut voir ça un peu comme la construction d'un tunnel. On peut commencer par la fin ou par l'entrée au début, mais les deux vont finir par se rejoindre. Chez les bilatériens, c'est-à-dire tous les animaux eumétazoaires sauf les cnidaires et les cténophores, l'embryon forme alors 3 couches de tissu
issus de l'épiblaste, empilés selon le futur axe dorso-ventral de l'embryon. L'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. On obtient alors un embryon tridermique, prêt à continuer son développement. Ces 3 couches donneront naissance à tous les organes. Chez les cnidaires et les cténophores, seules 2 couches sont formées, la couche intermédiaire étant remplacée par un tissu peu cellulaire nommé mésoglé. La couche intermédiaire, donc chez les bilatériens, nommés mésoblastes, il leur est spécifique et donnera chez certains deutérostomiens la notocorde, partagée par tous les cordés. Alors petite parenthèse, il est à noter que chez les amniotes, le blastopore est remplacé par la ligne primitive, qui assure par ailleurs le même rôle. L'étape de la prégastrulation, vue plus tôt, aussi est spécifique aux amniotes. Vient ensuite l'un des événements majeurs après la gastrulation, qui est la neurulation. Le neuroectoderme, issu de l'ectoblaste que nous venons de voir, commence à se plier sur lui-même. Ce repli forme progressivement le tube neural, qui deviendra la moelle épinière et le cerveau. C'est là que tout commence pour le système nerveux. À partir de ces structures simples, des milliards de neurones vont se différencier, migrer, s'organiser. Et chez certaines espèces, ce système devient si complexe qu'il donne lieu à la pensée, la mémoire, la conscience. Alors la neurulation, c'est pas simple, j'ai essayé d'expliquer un peu quand même. Ça commence avec une plaque de cellules à la surface de l'embryon, comme vous l'avez compris. Cette plaque, elle va se plier et elle va finir par se refermer pour former un tube. L'embryon, à ce stade, c'est un tube. Ça va être le tube neural. Et plus tard, ce tube deviendra le cerveau à une extrémité et la moelle épinière à l'autre extrémité. En fait, on peut comparer ce processus toujours en utilisant la métaphore de la feuille à une feuille qu'on va enrouler pour former un cylindre. C'est comme tracer le câblage électrique principal d'une maison ou une autoroute sur laquelle va venir finalement par la suite se brancher de nombreuses autres routes secondaires. Chez les protostomiens, contenant les arthropodes, dont les insectes, les arachnides, mais comportant aussi les mollusques et les annélides, le cordon est ventral, tandis que chez les deutérostomiens, comme nous les vertébrés ou les échinodermes, il est dorsal. Ce tube neural est la structure de base du futur système nerveux central. En d'autres termes, chez certains animaux, le câble principal qui transmet l'information nerveuse se trouve sous le corps, et chez nous ou d'autres animaux apparentés, il se trouve au-dessus, donc le dos. Si on reprend encore la métaphore de la maison, c'est comme si la colonne électrique du système nerveux était placée sous le plancher ou au-dessus du plafond, selon le type d'animal. Dans le règne animal, une étape évolutive cruciale a été la céphalisation, la concentration de neurones vers une extrémité du corps, ce que l'on appelle communément la tête. Cela a permis aux organismes d'intégrer plus rapidement les informations venant de leur sens et de prendre des décisions plus fines pour interagir avec leur environnement. Alors la céphalisation, c'est un peu comme une sorte d'invention de la tête pour le vivant. Au lieu d'avoir des neurones répartis un peu partout, les animaux ils vont concentrer un centre de commandement à l'avant et ça leur permet de traiter finalement plus vite l'information, juste derrière des capteurs sensoriels. C'est un peu comme un ordinateur central, quoi. La céphalisation débute par la différenciation du tube neural. La partie antérieure donnera naissance au cerveau, tandis que la partie postérieure donnera naissance à la moelle épinière. La partie antérieure du tube commence à se dilater et à se segmenter en vésicules, des renflements remplis de liquide. Pour les vésicules, imaginez tout simplement un ballon allongé qui gonfle plus à une extrémité qu'à une autre. Ces gonflements, c'est là où vont se développer les futures grandes régions du cerveau. 3 vésicules primaires apparaissent, le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombocéphale. Ces vésicules vont à leur tour se subdiviser, on passe alors de 3 vésicules à 5 vésicules secondaires cette fois, donc le télencéphale, le diencéphale, les encéphales et l'encéphale, et la moelle spinale. Le télencéphale est à l'origine des hémisphères cérébraux, qui constituent la majorité de notre cerveau, partagés par tous les gnatostomata ou vertébrés à mâchoire. Ces vésicules secondaires, c'est un peu comme si le cerveau en développement dessinait des pièces principales, toujours dans la maison, puis il ajoutait des cloisons pour former des sous-pièces. Et cela donne les grandes régions du cerveau, donc 5, qui existeront chez les vertébrés à mâchoire, dont nous faisons partie d'ailleurs, parce qu'on a un squelette et on a une bouche, donc une mâchoire. À mesure que ces vésicules grossissent, le cerveau en développement ne tient plus en ligne droite et commence alors à se replier à la manière d'un accordéon. Le cerveau commence à prendre sa forme définitive incurvée, avec une orientation céphalo-caudale. Ce processus de pliage il permet de faire entrer beaucoup plus de surface cérébrale dans un espace limité, finalement, qui est inextensible, un peu comme replier un vêtement pour le faire tenir dans une valise. Ce repliement n'est pas juste mécanique, il prépare aussi la disposition des hémisphères, la stratification du cerveau, en 6 couches corticales chez les mammifères,
et l'apparition du néocortex, encore une fois chez le mammifère, malgré quelques analogies chez les sauropsides. En d'autres termes, le cerveau n'est pas simplement un ballon qui gonfle, comme vous vous en doutez. Il se replie selon un plan bien précis, et ce pliage, il va organiser les futures parties du cerveau, comme si on pliait une feuille pour créer des compartiments. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement des sauropsides. Ça contient en fait la majorité des reptiles. Donc pas les mammifères, mais leurs cerveaux pourtant ont pas mal de points communs. Concernant le cerveau humain, dès la 6e semaine de grossesse, il ne ressemble déjà plus à celui des vertébrés plus simples. Il amorce une complexification rapide, où chaque repli, chaque segment, prépare les bases de la cognition, de la mémoire et du langage. Tout aussi bien que l'homme n'a pas le monopole du cœur, il n'a pas non plus le monopole de l'intelligence. D'autres organismes ont développé des capacités cognitives élaborées, sans ressembler pour autant au cerveau des mammifères ou même des vertébrés. En effet, on a un réseau nerveux diffus chez les eumétazoaires les plus simples, comme les cnidaires ou les cténophores, une série de ganglions reliés par un cordon ventral constitué de jonctions parallèles chez les arthropodes, et même un cerveau en forme de donut, au moins chez une partie des céphalopodes, qui laisse passer leur œsophage au centre. Leurs comportements plus ou moins sophistiqués sont étudiés par la discipline de l'éthologie. Le cerveau orchestre donc les fonctions vitales automatiques, la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, grâce au tronc cérébral, les sensations comme la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, le mouvement et la coordination, mais aussi des fonctions plus complexes comme l'apprentissage, la mémoire, les émotions, la prise de décision, les relations sociales, le langage et la communication, le raisonnement et la planification. En progressant dans les homologies que nous pourvoit la richesse des formes à travers l'ensemble des espèces du vivant, nous arrivons à la morphologie du cerveau humain. Certains atlas corroborés par des séries d'études anatomiques et fonctionnelles vous permettront à votre guise d'explorer les multiples structures du cerveau humain. L'efficience du cerveau repose sur l'architecture neuronale. Un neurone, c'est une cellule spécialisée, excitable, capable de transmettre une information sous forme de signal bioélectrique. Il a deux propriétés fondamentales. D'une part, l'excitabilité. Il peut détecter un stimulus, en général à partir des dendrites, et produire une impulsion nerveuse. Et d'autre part, la conductivité. Il peut propager cette impulsion jusqu'à d'autres cellules à partir de l'axone. Simplement, on peut comparer un neurone à un câble électrique très sophistiqué. Il va recevoir un signal à une extrémité, comme une antenne, et le signal, s'il est assez fort, il va se propager le long d'un fil conducteur, c'est l'axone, jusqu'à son destinataire. On parle souvent du neurone comme l'unité de base du système nerveux, mais pourtant un ensemble de cellules autres sont présentes à proximité, les cellules gliales, ou gli, véritables architectes de l'équilibre cérébral. Les astrocytes nourrissent les neurones, nettoient leur environnement et participent même à la transmission du signal. Les oligodendrocytes, eux, fabriquent la gaine de myéline, gaine qui isole les axones pour accélérer l'influx nerveux. La microglie joue le rôle de système immunitaire du cerveau, éliminant les cellules mortes et sculptant les connexions neuronales. Et les cellules épandymères font circuler le liquide cérébral dans les cavités du système nerveux central. Si les neurones sont considérés comme les câbles du cerveau, les cellules gliales sont l'équipe de maintenance qui va s'assurer que tout fonctionne bien. Alors si on reprend cette sempiternelle métaphore, les astrocytes seraient comme des jardiniers qui nourrissent et nettoient le terrain de la maison. Les oligodendrocytes comme des électriciens, parce qu'ils isolent les câbles pour que le courant aille plus vite. La microglie serait un peu les éboueurs et les sculpteurs, en éliminant les déchets et en remodelant les connexions. Et les cellules épandymères feraient office de pompe, en faisant circuler le liquide qui protège et nourrit le cerveau. Allons au sein de cette transmission d'informations. Une synapse est le point de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule, comme une fibre musculaire. Dans une synapse chimique, le bouton terminal du neurone émetteur libère un neurotransmetteur, comme la dopamine ou l'acétylcholine. Ce message traverse la fente synaptique, puis il est capté par des récepteurs sur la cellule suivante qui réagit. Soit elle s'active, on parle d'excitation, ou soit elle s'inhibe. Alors c'est un peu comme si un neurone envoyait une bouteille à la mer pleine de messages chimiques. Cette bouteille traverserait la fente synaptique, un peu comme un petit océan, et si la cellule voisine l'attrape, elle décide de ce qu'elle fait, soit elle en reste là, ou soit elle décide de partager le message à d'autres personnes. Chaque neurone possède des milliers de synapses, formant un réseau incroyablement dense et dynamique, le connectome. Ça signifie que le cerveau ressemble à une immense ville lumineuse la nuit. Chaque neurone serait une sorte d'immeuble et les synapses seraient les routes et les câbles qui les relient. Des milliards de signaux s'y croisent en permanence. Chez la drosophile, ce connectome est aujourd'hui cartographié à l'échelle microscopique, une prouesse technique majeure qui montre la maîtrise de la microanatomie et de la physiologie.
Chez le poisson zèbre, l'activité de chaque neurone en direct peut même être monitorée en 3 dimensions. On appelle engramme la trace physique laissée par un souvenir dans le cerveau. Ce mot vient du grec en, dans, et gramma, écriture. La trace biologique de la mémoire, trace ou artefact mnémonique dans le cerveau, peut se retrouver par un souvenir, une pensée, une habitude. Et tout cela s'inscrit biologiquement dans la matière du cerveau. Donc un engramme, finalement, c'est comme une marque gravée dans le cerveau, où chaque souvenir est une sorte de sculpture microscopique dans le réseau neuronal. Mais alors si l'esprit est encodé dans la matière, est-ce qu'on ne pourrait pas le reproduire artificiellement ? En 1943, McCulloch et Pitts créent le premier modèle computationnel de neurones. C'est une abstraction mathématique du neurone biologique. Il reçoit des signaux, les additionne et produit une sortie. Pour résumer, ils ont créé un neurone en version simplifiée sur le papier, un peu comme un schéma électrique minimaliste qui imite le fonctionnement de base. On parle de modèle in silico dans la silice, le silicium étant le principal composant des puces électroniques, comme le sable qu'on peut ramasser sur les plages d'ailleurs. Ce modèle mène, quelques années plus tard, à la naissance du perceptron en 1957, la première machine capable d'apprendre par expérience. Aujourd'hui, on parle de réseaux de neurones artificiels, d'intelligence artificielle, et même de cerveau synthétique. Mais au fond, ces machines pensent-elles vraiment, ou ne font-elles que simuler des pensées ? À travers des bases philosophiques, biologiques, embryologiques, phylogénétiques et neurologiques, nous avons tenté ensemble d'explorer des origines de la pensée consciente, en passant par l'organisation du vivant, la formation et le support de l'information dans le cerveau. L'esprit, cette entité difficile à saisir, nous semble émerger d'un tissu de neurones. Mais s'agit-il d'un simple produit biologique ou d'un phénomène irréductible ? Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'explorer ce mystère.